Je crois que la transition, compte tenu de ce que vous avez dit sur l'habitat, le cadre de vie, les lieux de vie, l'environnement, la transition est toute trouvée avec mon collègue et néanmoins ami Kevin Charras, qui travaille comme moi à la Fondation Médéric Alzheimer. Kevin, il est psychologue environnementaliste. C'est un de ceux auprès desquels j'ai appris le plus de choses sur la maladie d'Alzheimer ces dernières années. Et ce dont il va parler aujourd'hui, je crois, c'est cette question du rapport de l'environnement et d'un cadre de vie habitable pour tous. Kevin. Merci Fabrice, merci Emmanuel Hirsch de m'avoir invité à parler et à donner en tout cas un peu mes réflexions au cours de ce colloque. Alors c'est vrai qu'en tant que psychologue, j'ai assez peu l'occasion de citer des droits, notamment les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, comme j'ai appris aujourd'hui. Cadres dont nous ne sommes pas forcément tous familiers, et donc je pense que c'est assez intéressant de les rappeler. Et puis parce que aussi, je trouve que de les rappeler quand je vois Maître Pichot le faire, je trouve ça toujours très sexy, donc je vais commencer par ça. Article 9, nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 12, nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile. Article 13, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence. Article 17, alinéa 1, toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Alinéa 2, nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 25, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, ceux de cette famille, sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Article 27, toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Les notions que sous-tendent ces articles sont la dignité, la liberté, la sécurité, l'intimité, la liberté de mouvement, l'accès à la propriété, l'accès à la participation à la vie culturelle de la communauté, les conditions de vie suffisantes pour la santé et le bien-être. En fait, en abordant ces articles sous l'angle de l'environnement, nous pourrions dire que tout être humain devant pouvoir exercer ses droits et satisfaire ses aspirations, l'environnement où il se trouve et l'accompagnement dont il peut avoir besoin devrait l'aider à les exercer et à les satisfaire. L'architecture n'a que peu de sens en dehors d'un système de valeurs désignant un objet social. Pour preuve qu'il s'agisse de merveilles du monde comme le Sphinx d'Égypte ou d'édifices monumentaux comme les statues de l'île de Pâques, dès lors que leur raison d'être est oubliée, il n'en demeure que des objets, aussi beaux et mystérieux soient-ils. A l'inverse, un système de valeurs s'épanouira difficilement, et on en a vraiment l'exemple aujourd'hui, actuellement dans l'actualité, un système de valeurs s'épanouira difficilement dans un environnement qui ne lui est pas favorable. Je rejoins Emmanuel Hirsch lorsqu'il écrit que le respect et la dignité ne constituent en aucun cas des valeurs abstraites. J'ajouterai à cela que l'indépendance et le choix non plus, et que ces 4 principes, respect, dignité, indépendance et choix, que vous citiez précédemment, constituent une base solide pour l'application des droits de l'homme à tout objet social. Mais ces principes se reflètent-ils dans le cadre de vie que l'on propose aux personnes en EHPAD, et notamment celles atteintes de troubles cognitifs liés au vieillissement? L'intention ici n'est pas de faire de l'EHPAD bashing, car il n'est nul doute que les professionnels de ces établissements ne souhaitent pas nuire aux personnes qu'ils accompagnent. Et on le voit bien dans la résolution datée d'aujourd'hui concernant l'engagement des EHPAD à respecter les droits de l'homme. Mais pour les visiter quotidiennement ou quasi quotidiennement, je me rends bien compte que les conditions d'hébergement auxquelles on soumet les personnes âgées ainsi que les personnes atteintes de troubles cognitifs liés au vieillissement dans les EHPAD sont peu enviables et ne satisfont pas les conditions dignes de nos aînés. Combien de personnes, combien d'entre nous souhaitent y vivre et se satisferaient de ces conditions? Certains diront qu'ils ont vu bien pire ailleurs et que nos aînés ne sont pas si mal lotis. Mais peut-on s'en satisfaire de ce type de réponse? J'aurais tendance à leur proposer d'y vivre ne serait-ce que quelques jours, voire une semaine, pour se rendre compte de ce que c'est que la vie en tant que résident. Pour voir si, comme on peut l'observer chez certaines personnes atteintes de troubles cognitifs vivant en institution, la solitude, l'incompréhension, l'anxiété, la dépression, l'apathie, les comportements d'agression et d'agitation ne les gagneraient pas. Mon activité m'amène à travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, très régulièrement avec des directeurs et des personnels d'EHPAD. Et beaucoup d'entre eux m'avouent souvent en aparté qu'ils n'aimeraient pas vivre dans le cadre de vie que l'EHPAD leur propose. Quand j'ai reçu le document décrivant les engagements des EHPAD à respecter les droits de l'homme, j'ai été plus qu'agréablement surpris, tant par la clarté que par la volonté de changer et de vouloir faire changer les choses. Cependant, je proposerai volontiers un appendice sur la question de l'environnement qui me paraît crucial, car l'architecture n'est pas qu'un grand vide indifférencié. On retrouve certaines notions plus en lien avec l'adaptation de l'environnement physique dans la charte Alzheimer
maladie des parentés, éthique et société, ainsi que dans celle du domicile, il me semble. Bien conscient que cet engagement ne peut aborder tous les paramètres, j'ai donc décidé de fonder mon intervention sur ce document. Non pas d'un point de vue critique, car je le répète, j'y adhère fondamentalement, mais pour éclairer sur l'importance d'accorder une place à part entière à l'architecture et à l'environnement physique. Sans objet social, comme nous l'avons mentionné précédemment, l'architecture n'a pas lieu d'être. Mais lorsque l'objet social la cite expressément par sa matérialisation, comme dans le sigle EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, elle devient incontournable. L'architecture constituera dans sa forme la plus primitive et archaïque un abri, mais elle deviendra rapidement un lieu de vie. Sa morphologie sera façonnée par les interrelations entre l'individu ou les individus et l'environnement pour prendre une forme plus élaborée qui répondra aux aspirations, aux besoins et aux valeurs d'usage et de ses usagers. Bref, dans cet engagement, on y aborde l'architecture timidement, en évoquant des espaces ultimes, des lieux d'enfermement pour dénoncer les dérives médiatiques, des sphères privées pour illustrer les dignités, des espaces de liberté et de créativité, pour se référer aux habitudes et aux aspirations des résidents et à la nécessaire adaptation de l'environnement social et physique aux besoins. Mais qu'est-ce qu'un environnement adapté ? L'architecture, l'agencement de l'environnement, la structuration de l'espace n'est pas l'œuvre du hasard ou de quelques excentriques. Elle répond aux nécessités individuelles, aux rudiments de la vie et contribue à la survie de l'individu. Elle est le reflet de l'identité de la personne, de son statut et de sa personne dans la société et de la place que la société lui donne. L'environnement, l'espace, l'architecture et l'urbanisme, dès lors que l'on aborde l'habitat inclusif et la société inclusive, dont nous avons parlé aujourd'hui, sont les supports de l'accompagnement et de la vie en général, mais aussi de la philosophie et de l'idéologie qui la sous-tend. Ainsi, concevoir des lieux d'hébergement pour accompagner les personnes vulnérables sans se soucier de l'architecture en reviendrait en quelque sorte, et là Fabrice, j'aurais que tu écoutes quand même parce que je cite un philosophe, à considérer cyniquement nos aînés comme des stoïciens, des diogènes se frottant le ventre pour n'avoir plus faim. Voilà, fin de la citation. Il est clair aussi, dès lors que l'on parle d'hospitalité, attitude bienveillante certes, mais désignant aussi le fait de recevoir quelqu'un sous son toit, de le loger gratuitement par charité, l'image qui nous vient à l'esprit évoque davantage un refuge qu'un habitat. Or, si ce sont ces valeurs qui nous animent, alors on ne peut s'étonner, aujourd'hui, de l'aspect dépouillé de certains établissements. Non, lorsque l'on parle de l'habitat, on parle de la propriété, de résidence, de liberté, d'indépendance, d'identité, de personne, de différence. Et la conception architecturale doit refléter ces notions, mais aussi soulever les bonnes interrogations. Se posent ainsi d'autres questions fondamentales en termes d'habitat et dans le cadre du parcours résidentiel des personnes âgées et des personnes atteintes de troubles cognitifs liés au vieillissement. Celle du concentrationnisme, par exemple, auquel on fait face aujourd'hui, pointé du doigt par Goffman et l'antipsychiatrie dans les années qui ont régi la Déclaration universelle des droits de l'homme. La question qui se pose, c'est peut-on continuer de regrouper, de concentrer des personnes sous un même toit, sous le prétexte qu'elles représentent des similitudes pathologiques ? Cela interroge d'autres conceptions encore, qui sont la liberté d'aller et venir, on l'a déjà cité plusieurs fois aujourd'hui, l'enfermement si cher au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cela ne constitue-t-il pas une violation de l'article 2 dans lequel il est écrit que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées sans distinction aucune ? Cela n'invite-t-il pas à repenser le modèle et la conception même de la maison de retraite telle qu'on la connaît aujourd'hui ? Quand mon équipe et moi-même intervenons dans un établissement pour engager une réflexion sur l'agencement de l'espace, réflexion qui est quand même issue d'une réunion de consensus qui a eu lieu en 2011 avec beaucoup d'experts internationaux comme John Zeisel, comme Marie Marshall, comme Colette Thénard en France ou Richard Fleming en Australie. Notre leitmotiv, nous, consiste à poser la question suivante aux équipes. Les professionnels travaillent-ils dans le lieu de vie des résidents ou les résidents vivent-ils dans le lieu de travail des professionnels ? L'aménagement de l'espace différera très nettement selon l'orientation que l'on prend. D'un côté, nous trouverons un environnement hospitalier dans lequel la technique médicale est au premier plan. De l'autre, nous observerons un environnement domestique dans lequel la convivialité, l'individualité et la citoyenneté seront de mise. Les choix quasi systématiques que prennent les équipes s'orientent vers des environnements domestiques. Et Anne Saint-Laurent l'évoquait tout à l'heure, car elles sont bien conscientes que c'est un élément fondamental qui manque pour parfaire leur approche de l'accompagnement telle qu'elles y aspirent. Plus intéressant encore, c'est que les choix de structuration de l'espace, d'aménagement, des mobiliers se fait ensuite naturellement et sans se poser de questions avec les résidents. Et en fait, les premiers freins et les premiers obstacles de cette démarche ne sont pas les personnes physiques ou morales des EHPAD. L'institution, même si elle est dénuée de tout sentiment, est plutôt favorable à l'épanouissement de ses usagers. Non, les freins et les obstacles à l'aménagement des lieux sont constitués de normes de sécurité, de normes d'hygiène, de normes vétérinaires,
accablant les responsables d'établissement qui engagent directement leur responsabilité pénale au moindre incident. Ainsi, ma question finale est la suivante. Ne s'est-on pas trompé de cible ? Ne devrions-nous pas soumettre les autorités sanitaires, vétérinaires et incendies à des réflexions d'ordre éthique sur les normes qu'elles édictent et les répercussions de ces normes sur la vie des personnes qui les subissent au quotidien, avant de demander aux professionnels des établissements de le faire ? Ne devrions-nous pas exiger des instances gouvernementales qui régissent ces normes de le faire dans un cadre contraint de la Déclaration universelle des droits de l'homme et engager ceux-ci à respecter la résolution de ce jour ? Merci de votre attention. Merci beaucoup Kevin. Alors Kevin ne fait pas que poser des questions intéressantes, il a aussi publié en collaboration avec l'ex-ANESM, aujourd'hui HAS, une annexe et une recommandation pour expliquer comment on peut, ce que veulent vraiment dire, tu me corriges si je dis des bêtises, mais ce que veulent vraiment dire la réglementation dans un établissement d'hébergement et à quoi on est réellement enjoint quand on est directeur et parfois ce qui n'est pas une obligation fantasmée. Donc il y a un travail qui a été long parce qu'il faut vraiment comprendre à quoi ces réglementations obligent, mais aussi de temps en temps à ce qu'elles n'obligent pas et aux règles un peu parfois fantasmées qu'on se donne.